bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de cette visioconférence consacrée à la licence d'économie et gestion. Cette conférence est organisée dans le cadre des Journées Portes ouvertes de l'Université de Lille, édition 2021. Je suis accompagnée de Laurent Cordonnier, professeur d'économie au sein de la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires. Après une présentation introductive, nous laisserons place à un temps d'échange pour lequel vous pouvez dès maintenant poser vos questions directement sur l'application. Je vous laisse donc sans plus attendre la parole, Monsieur Cordonnier, pour la présentation de la licence d'économie et gestion. Merci beaucoup Céline. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc on va se concentrer dans cette présentation liminaire avant nos discussions, on va se concentrer essentiellement sur la présentation de l'offre de formation en licence économie et gestion, et puis également une présentation de la licence de sciences sociales, parcours sciences économiques et sociales. Avant de rentrer toutefois dans la présentation détaillée des parcours et de l'offre de formation en licence, je voudrais dire quelques mots de l'intérêt de venir faire ce type d'études à l'université et en particulier à la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires. L'intérêt d'entreprendre ce type d'études, qui sont des études longues, en donnant un tout petit peu de visibilité sur les métiers auxquels ces études conduisent. Alors je crois que la meilleure chose qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'on regarde concrètement ce que l'on fait aujourd'hui lorsqu'on est en emploi, ce que l'on fait lorsqu'on est en activité, à 50%, les métiers qu'on rencontre aujourd'hui sont des métiers de type administration, gestion, planification, optimisation de l'organisation ou des processus de production, traitement de l'information et des données, encadrement d'équipes, définition, mise en œuvre et évaluation également de politiques publiques. Ce sont également les métiers d'enseignement, de conseil, d'agence de développement. Et tous ces métiers peuvent être valablement abordés avec une culture importante, une culture et des méthodes qui ont été enseignées dans le cadre des sciences économiques et de gestion. Donc, ces études conduisent à un large panel de fonctions d'encadrement et de gestion, si on veut simplifier. Et pour vous donner une idée plus précise de ces métiers, vous avez deux possibilités relativement faciles d'accès. La première, c'est d'aller consulter sur le site de la Faculté des sciences économiques et sociales les offres de formation en master, même si aujourd'hui, votre question est sans doute plus directement celle de l'offre de formation en licence, c'est en regardant finalement les plaquettes de formation en master qu'on arrive déjà à se faire une idée de la professionnalisation et des métiers auxquels conduisent nos parcours en Bac plus 3 et ensuite Bac plus 5. Ça vous donne déjà une première idée. Et si vraiment vous voulez vous faire encore une idée plus précise de la description des métiers qu'il y a derrière ces formations, un conseil que je donne, peut-être qu'il est rarement suivi, c'est d'aller voir les fiches du registre national de la certification professionnelle. Il y a un site qui s'appelle RNCP, et sur ce site, vous pouvez trouver l'ensemble des formations universitaires et des diplômes des universités, avec un descriptif, finalement, des compétences, ensuite des savoir-faire qui sont mis en œuvre dans ces métiers. Alors ces fiches sont un petit peu arides, mais au demeurant très très bien faites, parce que les énoncés sont bien des énoncés de ce que l'on fait lorsque l'on est dans ce type d'activité ou de métier. Voilà, c'est une première invitation à venir faire des études de sciences économie et gestion à l'université et à essayer déjà d'anticiper ce que pourraient être les métiers qui viennent ensuite. Je l'ai dit, je vais me consacrer essentiellement ici sur la présentation rapide, évidemment, des parcours de formation. Tous nos parcours de formation sont décrits sur le site de la Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est la structure de cette offre de formation et les choix auxquels vous serez conduite et conduit pour entrer dans ces différents parcours.
Alors, je suppose que la diapositive qui se présente sur votre écran n'est pas parfaitement lisible. Pour moi, c'est plutôt un aide-mémoire, mais je vais commenter oralement et j'espère suffisamment clairement ce schéma. Une bonne manière d'entrer dans ce schéma de formation en licence est de dire que, pour simplifier, il y a un grand parcours classique, et puis ensuite, il y a 6 parcours plus spécifiques qui s'offrent à vous dès l'entrée en L1. Et le mieux, c'est que je commence par décrire ce que j'appelle le parcours classique, parce que les autres parcours sont construits par hybridation, modification et transformation de ce parcours classique. Et donc, ces autres parcours se comprennent par différence avec ce que je vais dire dans un premier temps. Donc, le parcours classique s'appelle économie et management en L1, et dès la L2, il donne lieu à une subdivision modeste en 3 sous-parcours, un parcours économie et management des entreprises, un parcours économie et management international et un parcours économie et société. Alors pourquoi ce parcours est dit classique? Bon, la première raison, c'est qu'on va y trouver tous les standards nationaux et internationaux des enseignements que l'on trouve dans une licence de mention économie et gestion. Il n'est pas possible que je vous fasse ici un listing de tous ces enseignements. Vous les retrouverez sur les plaquettes, mais pour aller vite, dans les fondamentaux en économie et gestion, on enseigne la macroéconomie, on enseigne la microéconomie, l'histoire des faits économiques, l'introduction au management d'entreprise, la théorie des organisations, la comptabilité des entreprises, comptabilité analytique et budgétaire, l'analyse financière, le marketing et l'économie internationale. Ça, c'est le noyau dur des enseignements en économie et management. Et évidemment, il y a des blocs de connaissances et de compétences qui sont soit des blocs d'ouverture, soit des blocs de spécialité qui sont ouverts dès la 2e année, dont, encore une fois, vous pourrez découvrir le détail en allant récupérer les plaquettes de formation sur notre site. Donc la première année est une année commune, et puis dès la 2e année de ce parcours classique, vous pouvez, par le choix d'un panier de spécialités, choisir une orientation renforcée en économie et management des entreprises. Vous aurez de l'économie du travail, du droit du travail, de la gestion de projet, un enseignement de banque-finance, de l'économie et de la gestion des ressources humaines, voilà, des matières plus orientées vers l'économie de l'entreprise, la gestion et le management. Il y a une 2e spécialité qui s'appelle économie et management internationaux, qui est une forme de panier d'options destiné à prendre goût et connaissance des métiers à l'international, donc avec des enseignements sur la mondialisation et les institutions internationales, l'économie européenne, l'environnement juridique de l'entreprise, l'économie du développement, de l'anglais renforcé, du droit européen et international des affaires, si votre appétit, c'est d'envisager des carrières. Alors, à l'international, ça peut être effectivement à l'étranger ou en projection d'une entreprise à l'étranger, mais des carrières internationales, ça peut être aussi en France, dans des fonctions de l'entreprise qui sont liées à des relations internationales. Et 3e parcours, un parcours qui s'appelle économie et société, où vous ferez davantage de socio-économie du capitalisme, socio-économie du développement durable, où les enseignements seront renforcés en macroéconomie, par exemple avec un cours de macroéconomie keynésienne, mais il y a également des enseignements sur la socio-économie du tourisme, la socio-économie du travail et de l'emploi, la socio-économie de la quantification et l'étude des grandes controverses économiques au XXe siècle. Disons que c'est un parcours plus particulièrement dédié aux étudiants qui ont vraiment envie d'approfondir leurs connaissances fondamentales en matière d'économie, de doctrine économique et de connaissances du monde contemporain. Voilà à peu près le contenu de ce parcours classique. L'autre aspect pour lequel il est classique, c'est que ce parcours est à une capacité d'accueil relativement élevée.
de mémoire, je n'ai pas vérifié, mais ça doit être à peu près 570 primo-entrants après le baccalauréat qui peuvent être accueillis dans ce parcours. Donc il est très peu sélectif et jusqu'ici nous n'avons pas eu à le rendre plus sélectif que cette capacité d'accueil qui est annoncée. À côté de ce parcours dit classique, il y a 6 parcours plus spécialisés, plus spécifiques, dont la capacité d'accueil est beaucoup plus limitée. Je vais peut-être les rappeler au passage, mais ça veut dire que dans ces parcours-là, tous ceux qui candidatent ne seront pas nécessairement recrutés. Un premier parcours qui est en coopération avec le lycée Gaston Berger, qui déroule évidemment le programme fondamental en économie dont j'ai parlé tout à l'heure, mais sa spécificité c'était d'être moitié à l'université et moitié en classe préparatoire au lycée Gaston Berger, où l'ensemble des enseignements de petits groupes s'effectuent sur site et dont l'intention est de préparer au concours d'entrée des grandes écoles et en particulier à l'école normale supérieure de Cachan. C'est le même programme, mais les séances de TD et les autres séances de travail en petits groupes ont lieu avec l'encadrement des enseignants du lycée Gaston Berger. Parcours sélectif qui accueille à peu près une quarantaine d'étudiants chaque année. Nous avons aussi un partenariat avec l'École supérieure de journalisme de Lille, qui s'appelle l'Académie ESJ, où les étudiants qui s'inscrivent dans ce parcours ont l'intention, l'objectif, de passer les concours des écoles de journalisme en France, les grandes écoles de journalisme, il y en a 7 ou 8, et ce partenariat avec l'ESJ permet, à côté de l'enseignement fondamental en économie-gestion dont j'ai parlé, d'acquérir déjà les connaissances suffisantes pour attaquer ces concours dans de bonnes conditions. Alors généralement, cette académie ESJ accueille un très petit nombre d'étudiants. C'est d'ailleurs en partenariat avec l'ESJ que s'effectue la sélection. Généralement, on tourne autour de 4, 5 ou 6 étudiants inscrits dans des études d'économie-gestion en même temps qu'à l'ESJ, et ces 5 ou 6 étudiants rejoignent d'autres étudiants d'autres disciplines de l'université pour former cette académie. Un troisième parcours qui s'appelle Parcours International Studies in Economics and Management. Ce parcours, son programme et son intention est tout à fait similaire au parcours EMI dont j'ai parlé tout à l'heure, au parcours classique. Simplement, il y a deux grandes variantes, si j'ose dire, ou 3 grandes variantes par rapport à ce parcours. D'abord, c'est un parcours très sélectif, parce que son contenu va être très exigeant et relativement difficile, étant donné que 50% des enseignements sont donnés en anglais dans ce parcours international. Donc c'est une petite promotion qui accueille 36 étudiants ou étudiantes à l'entrée en première année, des étudiants et des étudiantes dont vous l'aurez compris, pour lesquels on va insister énormément sur la formation en langue et sur les options d'économie internationale. Peut-être dire 2 mots, il y a dans ce parcours-là une mobilité internationale qui est obligatoire, au moins sur un semestre. Pour les autres parcours, la mobilité à l'international n'est pas obligatoire. Un quatrième parcours qui s'appelle Économie, statistique et modélisation. Peut-être que rien qu'à l'énoncé du parcours, on comprend aussi l'intention. Il est de renforcer considérablement les matières de méthodologie quantitative et de formalisation économique pour, disons, muscler des étudiants qui se destinent en master à des études davantage tournées vers le traitement statistique, le traitement de l'information, la modélisation économique, modélisation des comportements, mais aussi éventuellement modélisation pour la décision publique, modélisation pour la décision d'entreprise. Donc un parcours qui est
plus particulièrement destiné à ceux qui ont un véritable appétit en mathématiques, en statistiques, qui sont à l'aise dans ces matières et qui ont envie de dérouler un parcours d'économie théorique avec de la formalisation mathématique relativement poussée. Un 5e parcours qui s'appelle Sciences économiques et gestion des entreprises et qui, lui, est plus particulièrement destiné aux bacheliers technologiques qui auront fait des études en sciences de gestion, lesquels pourraient avoir quelques difficultés venant d'un bac technologique à s'acclimater dans les filières standards. Et donc, nous leur avons concocté un parcours et on vous offre la possibilité de diplôme de la licence d'économie et gestion, mais en étant mieux accompagné compte tenu du fait que les prérequis de départ, on ne les a pas forcément en venant d'un bac technologique. C'est le parcours SEG. Et puis un dernier parcours en économie et gestion et sociologie. Là, il s'agit donc d'un double diplôme, c'est une licence, parcours en 3 ans comme les autres, mais quand on rentre dans ce parcours de double diplôme, économie, gestion et sociologie, vous l'entendez bien tout de suite, c'est que votre but est d'obtenir à l'issue des 3 ans la licence de sociologie, d'une part, et la licence d'économie et gestion. Donc il y a plusieurs particularités à ce parcours, c'est, comme je l'ai dit, déjà, il est sélectif, il accueille une 40aine d'étudiants, pas plus. Et puis, il exige nécessairement beaucoup plus de travail que les autres parcours, parce qu'on court 2 lièvres à la fois, 2 diplômes en même temps. Et donc, les enseignements et le temps de travail à consacrer à l'obtention de ces 2 diplômes, on peut l'évaluer peut-être à 30 à 40% de travail en plus d'un parcours classique. Tout ça, tout ce que j'ai présenté ici, parcours classique, les 6 parcours spécifiques, ce sont des parcours qui démarrent dès la L1. Je dis 2 mots, parce qu'il y a peut-être parmi vous des étudiants qui sont curieux de les connaître. Je dis 2 mots d'un certain nombre de parcours qui n'existent qu'en licence 3, qu'en 3e année de licence, les parcours passerelles et les licences professionnelles. S'agissant des parcours passerelles, il y en a un qui est spécialisé à l'international, un qui est spécialisé dans la gestion et le contrôle, et un autre qui est spécialisé dans les systèmes d'aide à la décision. Ces 3 parcours sont destinés à permettre à des étudiants qui ont fait des études courtes auparavant, DUT ou BTS, de raccrocher éventuellement des études longues en se projetant vers un master, M1, M2, et donc leur permettre cette transition entre des études plus techniques sur leurs 2 premières années, une remise à niveau et une remise en selle et en trajectoire pour aborder les masters à l'international, en gestion-contrôle et en aide à la décision. Quand on fait ces parcours passerelles, le fléchage sur les parcours de formation, les cursus en master, est donné par les intitulés que vous voyez là. Ça veut dire que tout le spectre ne vous est pas ouvert. Et nous proposons également en 3e année de licence 2 licences professionnelles, une licence assurance, banque, finance et une licence aménagement, paysage, conception et gestion de projet, gestion de chantier. Ces 2 licences professionnelles offrent des parcours en alternance, des parcours donc qui peuvent être abordés soit avec des contrats de professionnalisation, soit avec des contrats d'apprentissage. Voilà. Mais si vous voulez plus de renseignements sur ces licences professionnelles, vous pourrez contacter directement les secrétariats pédagogiques ou leurs responsables de formation. Voilà une première présentation donc de ces parcours de licence. J'ai bien conscience que je l'ai fait à marche forcée. Pour le complément d'information, il va y avoir vos questions et nos réponses. Mais il y a aussi, encore une fois, une possibilité de se renseigner en allant chercher les plaquettes de formation sur notre site, Faculté des sciences économiques et sociales, et puis de contacter ensuite directement les responsables de formation si vous voulez davantage de renseignements.
Je ne me fixe pas du tout l'ambition de vous donner le même aperçu de nos parcours de formation en licence, parce qu'il y a en master, parce qu'il y en a plus d'une vingtaine. On est maintenant à 24 parcours de formation, donc je vous indique seulement que ça existe et je vous renvoie vers le même conseil de consultation sur le site. Quelques mots aussi d'une autre licence que nous offrons à la Faculté des sciences économiques, sociales et du territoire, mais qui n'est cette fois plus une licence d'économie et gestion, qui délivre un diplôme qui s'appelle licence de sciences sociales, et qui est en 3 ans, et dont la capacité d'accueil est également limitée, au maximum à 70 étudiants, et dont la volonté est d'offrir une espèce de panier ou de bouquet assez consistant de plusieurs sciences sociales. Donc il est moins spécialisé que des études d'économie et gestion, et il présente plus qu'une ouverture. Il présente une culture et une formation dans 4 sciences sociales majeures. Bon, certes, les sciences économiques et sociales, mais aussi la géographie et l'aménagement, l'histoire et la sociologie. Donc c'est une licence qui s'adresse à des étudiants qui ne veulent renoncer à rien d'une certaine manière, qui veulent obtenir une formation initiale très costaud, on va le dire comme ça, dans plusieurs sciences sociales en même temps, pour pouvoir aborder éventuellement en master des études de M1 ou de M2 en ayant un spectre de choix plus large. Je n'ai pas surveillé l'heure, je peux peut-être parler encore 2-3 minutes, très rapidement. Quels sont les taux de réussite dans nos licences? Ça, je l'aborderai peut-être avec vous après s'il y a des questions. Je veux juste donner une indication sur les bonnes raisons pour lesquelles on peut venir dans cette faculté et surtout à l'université. C'est que nos performances d'insertion sur le marché du travail, je les considère pour ma part tout à fait remarquables. Elles ne feront jamais l'ouverture du journal du 20h, et pourtant, sans doute, si on s'intéressait de plus près à nos vraies performances, je crois qu'on créerait quelques surprises. Et donc, je vous ai indiqué ici quelques chiffres qu'on pourra vous transmettre sur nos statistiques d'insertion, statistiques qui sont faites par notre office statistique de l'université, statistiques qui sont faites 2 ans après la sortie d'un Master 2 en économie et gestion chez nous. 91% des étudiants sont satisfaits ou très satisfaits de la formation acquise. 89,5% des étudiants sont en emploi, donc 2 ans après leur diplomation. 5% ne sont pas en emploi, mais en recherche d'emploi, et 9% sont toujours en études ou en poursuite d'études. 89% des diplômés ont un emploi stable, et ce taux monte à 94,5% pour les alternants, donc 98% à temps plein. 73% de nos étudiants ont le statut de cadre 2 ans après la sortie de la formation, et les pourcentages restants sont des professions intermédiaires. La très grande majorité travaille dans des entreprises privées ou dans l'économie marchande et concurrentielle, dans laquelle on englobe aussi ici les structures de l'économie sociale et solidaire, donc 86% d'entre eux. 91% des étudiants sont satisfaits ou très satisfaits de leur emploi. Et puis, 2 choses qui ne sont pas mineures, bien au contraire aujourd'hui. Le temps moyen d'accès au premier emploi est de 3,6 mois. C'est quand même un délai remarquablement court pour trouver son premier job en moyenne après la sortie des études. 3,6 mois, c'est le temps qu'il faut pour rentrer de vacances, nettoyer ses chaussures et repasser son costume, et puis envoyer quelques CV, participer à quelques entretiens de recrutement. Bref, c'est un temps tout à fait remarquable. Et le salaire net mensuel
qui tombe vraiment donc sur le compte en banque à la fin du mois, ce salaire net mensuel médian, c'est-à-dire celui qui partage en deux la population, la moitié gagne plus, l'autre moitié gagne moins, est de 2115 €, primes comprises. Ce ne sont certes pas les salaires du Paris Saint-Germain, mais méfions-nous des salaires du Paris Saint-Germain. Avec la crise actuelle du football, il pourrait bien baisser beaucoup. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait, dire. Non, on pouvait dire beaucoup plus de choses, mais c'est tout ce que je voudrais dire en introduction pour laisser suffisamment de place à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Laurent Cordonnier, pour cette présentation. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la conférence consacrée à la licence d'économie et gestion. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat directement depuis l'application. Nous y répondrons avec plaisir. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec des enseignants depuis l'application également ou poser d'autres questions à des étudiants sur les fils d'actualité. Nous avons déjà quelques questions qui nous arrivent sur le direct. Je vais juste reprendre des questions qui nous avaient été préalablement posées par des lycéens et commençons par cette première interrogation de Louise, qui est élève de terminale et qui nous demande « Je n'ai choisi ni l'option mathématiques ni l'option sciences économiques et sociales pour mon bac. Puis-je quand même réussir cette licence ?» Alors, nous n'avons, pour notre réponse très directe, nous n'avons pour notre part fixé aucun prérequis bloquant. Donc, nous n'allons pas examiner les dossiers en disant si vous n'avez pas fait ceci, vous ne pouvez pas entrer. Si vous n'avez pas fait cela, vous ne pouvez pas entrer. Donc, toute candidature est la bienvenue. Mais je vous renvoie un petit peu la question, finalement. C'est que si vous n'avez pas choisi sciences économiques et sociales, ni mathématiques, ni même d'autres spécialités, je voudrais dire le nom exact de ces spécialités, par exemple histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, des spécialités qui montrent quand même votre désir d'avoir une ouverture sur les sciences sociales, et puis qui vous ont peut-être aidé quand même à conforter votre bagage en statistique ou un petit peu en mathématiques. Si vous n'avez pas choisi ces options, est-ce que vous vous sentez tout de même d'abord l'appétit, c'est extrêmement important de mesurer son intérêt pour ces matières, et puis aussi, est-ce que vous vous sentez, disons, à l'aise pour aborder ce type d'études? J'insiste, si nous n'avons pas mis de prérequis, c'est que c'est tout à fait possible, mais votre peine peut être à proportion des choix que vous n'avez pas fait antérieurement. Merci. Nous avons une autre question sur le chat d'un lycéen qui nous demande la répartition entre les cours en amphi et les cours en petits groupes, en TD. Alors, pour donner une idée d'un emploi du temps sur un semestre standard, c'est 12 semaines d'enseignement. Pendant ces 12 semaines d'enseignement, vous avez à peu près entre 22 et 25 heures de cours ou de TD, j'allais dire en présentiel, quand le climat est favorable, mais entre 22 et 25 heures d'enseignement généraux, et dans ces 25 heures, il y a 4 enseignements en TD. Et les TD, c'est 1h30 à peu près. Donc, vous voyez, vous avez en gros 6 heures de TD et entre 15 et 18 heures de cours par semaine. Donc, 4 TD par semestre pendant les 3 années de licence. Dans des groupes qui ont au maximum une capacité d'accueil de 40 étudiants, mais qui en pratique, avec le turnover, avec un petit peu d'absentéisme, se situe au plus près de 30 étudiants et étudiantes. Merci. Alors, nous avons beaucoup de questions qui nous arrivent sur le chat et merci à tous. On va essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Pour certaines questions que je ne poserai pas ici sur la conférence, n'hésitez pas à garder actif le lien pour que je puisse vous apporter des réponses directement par écrit. J'ai donc une question qui est celle-ci. Cette licence peut-elle aboutir à des métiers dans les ressources humaines ? Oui, bien entendu.
Bien entendu. À la faculté des sciences économiques et sociales, en master, il y a 2 formations complètement dédiées aux ressources humaines. Il y en a une qui se trouve dans le département de sociologie, qui s'appelle OTDRH, et il y aura une conférence sur les parcours de sociologie à 14h30. Et puis il y en a une qui se trouve dans l'offre de formation en master de la faculté des sciences économiques et sociales. La mention s'appelle Économie du travail et des ressources humaines, et le nom du parcours, c'est Management des ressources humaines. Et il forme en 2 ans des cadres des services ressources humaines, des entreprises évidemment qui ont une taille suffisante pour avoir ce type de service. Management MRH est l'un des parcours, c'est d'ailleurs, allez, on va se vanter un petit peu, mais c'est sans doute le parcours le plus coté par les guides, par les spécialistes en France en matière de formation aux ressources humaines, et il offre la possibilité de le suivre en formation initiale ou de le suivre en alternance, contrat de pro, et peut-être, mais pas pour cette rentrée, peut-être plus tard en apprentissage. Donc oui, tout à fait, réponse oui à 100%. Merci. Une autre question. Est-il possible de ne pas poursuivre ses études après la licence? J'imagine donc pouvoir intégrer le monde socio-professionnel après ces 3 ans. C'est possible. Je pense qu'il ne vous arrivera rien de mal, mais ce n'est pas ce qui est le plus cohérent. C'est-à-dire que si l'on vise, si dans sa tête on a déjà l'idée qu'après 3 ans d'études, on essaiera, disons-le comme ça, d'entrer directement dans la vie professionnelle, je pense qu'il faut viser à ce moment-là des études plus courtes et des études où la professionnalisation intervient en licence elle-même. Ce qui n'est pas le cas dans les parcours classiques, ce qui n'est le cas que dans les licences professionnelles que nous offrons. Donc si votre idée, c'est je sortirai des études après 3 ans d'études, visez plutôt une licence 3 professionnelle ou des études en IUT ou BTS, ce qui ne vous empêcherait pas complètement plus tard, si l'idée vous vient, de reprendre des études longues à certaines conditions. Merci. Serait-il possible d'effectuer ces études dans un pays étranger? Donc on peut peut-être parler d'une mobilité ou d'un stage éventuellement? Oui, tout à fait. Merci d'avoir posé la question. C'eût été bête de ne pas en parler. À la faculté des sciences économiques et sociales, dès la licence, alors plutôt en licence 2 et encore mieux en licence 3, nous offrons la possibilité de mobilité internationale à nos étudiants. Généralement, au niveau de la licence, c'est 1 semestre, mais il arrive aussi que des étudiants partent pour une année. Et pour vous dire où on en est dans notre stratégie de développement à l'international, qui est très poussée, nous avons 90 contrats de partenariat avec des universités étrangères pour permettre ces mobilités. Et pour le dire d'une autre manière, tous les étudiants qui souhaitent partir 1 semestre ou 1 an ont la possibilité de le faire. On y arrive avec les partenariats qu'on a, avec ces vecteurs d'échange, à vous offrir ces possibilités. Alors, modulo quand même une validation de votre niveau académique, parce qu'il faut quand même qu'on mesure à notre échelle votre capacité à réussir cette mobilité, parce qu'une mobilité, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de joie et d'enthousiasme, mais c'est aussi beaucoup de contraintes, donc il y a quand même un filtrage, si j'ose dire, où on évalue votre capacité d'en profiter. Mais tous ceux qui veulent partir et le peuvent, partent. Et pour le parcours international, je l'ai dit en anglais, cette mobilité est obligatoire. Bien, merci. C'est d'ailleurs, j'en profite pour le souligner, vraiment encouragé, et la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires dispose d'un service des relations internationales qui accompagne chaque étudiant qui souhaite bénéficier d'une mobilité sortante, et bien sûr tous les étudiants qui sont à l'étranger et qui souhaitent suivre des cours à la faculté. Une autre question, les chances de poursuite vers un master ou une école de commerce sont-elles les mêmes?
C'est étonnant de poser la question comme ça. Alors les chances de poursuite en master, d'abord, commençons comme ça. En France, lorsque vous avez un diplôme, on va être très concret, lorsque vous avez une licence d'économie et gestion, normalement, la poursuite du cursus en master est un droit. Hein. Alors c'est un droit, mais un droit qui ne vous permettra pas forcément d'obtenir le master de votre choix. Bon. Donc il y a des candidatures à faire à l'entrée en master. Et évidemment, les jurys de recrutement dans les différents parcours, que ce soit la faculté des sciences économiques et sociales ou partout en France, choisissent les étudiants qui leur semblent correspondre, à la fois en termes d'exigences académiques et puis de motivation, qui semblent correspondre à leur formation. Autrement dit, normalement, l'entrée en master est un droit, mais pas le droit à entrer nécessairement dans le master de son choix. Il y a de la sélection, et donc mieux on aura préparé son dossier et réussi sa licence, plus on aura de capacité à choisir au niveau du master. S'agissant des écoles de commerce et des écoles de gestion, que je sache, la plupart d'entre elles ont des procédures de sélection à l'entrée dans leur cursus, que ce soit après une licence 2 ou une licence 3, et elles ont ce droit à sélectionner les candidats. Et là, il faut s'informer auprès des services d'orientation et d'information. Il y en a de plus ou moins sélectives, il y en a de plus ou moins difficilement accessibles. Et donc là, on est très loin, disons, de cette garantie d'y entrer. Mais c'est un choix, par contre, judicieux quand même, de venir à l'université, faire ces 3 premières années d'études pour avoir une formation solide dans les disciplines de base en économie, en gestion et en management, n'est-ce pas? Parce que c'est un cursus tout à fait classique, hein, si on a envie d'attaquer ce type d'école de commerce. Oui, merci. Quelle est la différence entre la licence AES, donc je me permets cette précision qui se déroule à la faculté de droit de l'Université de Lille, donc la différence entre la licence AES et la licence d'économie-gestion? Alors, il y a quand même des différences assez importantes, et ce n'est pas un hasard si la licence AES est à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, la fac de droit. C'est parce que le contenu de ces 3 années d'AES est un contenu quand même très fortement teinté de matière juridique, hein, et en particulier de droit public, de droit administratif, de sciences politiques, qui sont des matières et des disciplines que l'on n'approfondit pas lorsqu'on vient à la faculté des sciences économiques et sociales. Donc la différence est forte, et si on la prend dans l'autre sens, c'est que le socle de formation en économie et gestion est beaucoup moins important. Il y a évidemment des enseignants économistes, des chercheurs en économie dans ce parcours de formation AES, mais le but n'est pas d'en faire la dominante dans ces études. Donc, faites une chose tout à fait simple, hein, comparez les 2 plaquettes de formation, et vous allez voir que la sphère de recouvrement, finalement, n'est pas si grande que ça. Je ne veux pas donner de chiffres pour ne pas me ridiculiser, mais ça doit être 20 ou 30%, quoi, la sphère de recouvrement. Une autre question donc, qui concerne un petit peu tous les étudiants, quelle est la répartition entre le travail à la maison et le travail à l'université? Alors, qu'est-ce qui serait le plus raisonnable? Je pense qu'on doit pouvoir réussir ses études en respectant 3-4 conditions. La première condition, c'est de venir en cours. Alors je pense que peut-être à votre génération, c'est moins difficile de vous convaincre, parce que vous voyez toutes les difficultés qu'on rencontre quand on ne vient pas en cours, et même quand on les suit à distance. Mais c'est d'assister aux cours, d'assister aux travaux dirigés, de préparer ces travaux dirigés, et évidemment de venir aux examens et de réviser avant les examens. Tout ce que je dis a l'air extrêmement banal, mais de l'avis même du responsable de première année, quand on suit cette feuille de route, on réussit. Alors, ce n'est pas toujours facile de la suivre, parce que certains d'entre vous travaillent, 35 à 40% d'entre vous ont un petit job à côté, donc ça crée une tension sur l'emploi du temps. Mais quelqu'un qui consacrerait, ou quelqu'une qui consacrerait, disons,
une quarantaine d'heures en tout dans la semaine à ses études, c'est-à-dire 20-25 heures en cours ou en TD, et puis le reste, 15 heures de travail personnel, doit réussir sa licence. Il n'y a pas d'obstacle à ça. Modulo ce que j'ai dit, cette tension sur l'emploi du temps avec un job à côté, mais ce qui laisse du temps de voir ses amis, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, je vous parle d'un monde d'avant, de sortir et de s'amuser, y compris le jeudi soir au centre-ville. Merci. Plusieurs interrogations sur la possibilité de réaliser des stages en entreprise pendant les 3 années de licence. Alors, pendant les 3 années de licence, le stage était autrefois facultatif, il se faisait pendant la période d'été, mais l'université dissuade de plus en plus ce type de stage au niveau L1, L2 et L3. D'abord parce qu'il n'était pas véritablement sanctionné par des ECTS, hein, c'était vraiment un stage volontaire, donc il ne faisait pas l'objet non plus d'une évaluation très serrée, et donc il ne faisait pas non plus l'objet d'une sanction et d'un examen considérable sur l'intérêt même du stage pour vos études. Donc c'est possible de le faire, mais pour notre part, connaissant finalement peut-être le faible apport à ce niveau-là d'études, où on ne vous confie pas finalement des missions extrêmement intéressantes, ce n'est pas une priorité de notre faculté. Par contre, là où ça devient une priorité et même une obligation, c'est à partir du niveau master. En master 1, la durée des stages est au minimum de 2 mois, et en master 2, elle est au minimum de 4 mois. Hein, et elle peut aller de 4 mois à 6 mois, et évidemment, là, ça devient un ingrédient essentiel de la professionnalisation. Très bien, merci. Nous allons poser une dernière question qui nous vient du chat parce que nous allons être contraints de clôturer ensuite la conférence pour laisser place aux autres. Une question qui concerne le niveau d'anglais pour la licence. Alors peut-être qu'on peut y répondre en 2 temps. Une partie pour l'ensemble des parcours, à l'exception du parcours international, et peut-être un peu plus précisément pour ce parcours. Oui, alors nous ne mettons pas, pour l'entrée dans le parcours classique, nous ne mettons pas de barrage filtrant sur la note d'anglais. Il faut répondre très, très directement. Donc ces études-là vous sont accessibles même si vous vous sentez un petit peu faible en anglais. Vous aurez des cours de langue pendant toute la durée des études de licence, donc vous pourrez encore vous améliorer. Mais par contre, en effet, pour le parcours international, vous pouvez deviner qu'un des éléments de la sélection dans ce parcours, où il n'y a que 36 places, c'est de regarder en langue, peut-être pas seulement en anglais d'ailleurs, mais de regarder en langue comment vous vous débrouillez, et puis quels sont les autres gages que vous pouvez afficher dans votre CV sur votre appétence pour l'international et les langues. Est-ce qu'éventuellement vous avez suivi un cursus européen, ou est-ce que vous avez peut-être fait déjà des expériences de travail ou de petits jobs à l'étranger, ou de longs séjours à l'étranger? Est-ce que vous avez déjà, pourquoi pas, des certifications ou un niveau attesté dans les langues? Tout ça va être regardé en effet de près. Donc c'est la grosse différence entre parcours classique et parcours international. Merci beaucoup. Nous n'allons donc pas pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été posées sur le chat, mais surtout restez connectés. Je vais apporter des réponses à toutes les questions. Je vous invite également à prendre des rendez-vous individuels avec les enseignants qui sont présents aujourd'hui à distance et donc qui peuvent vous recevoir en visio. Vous avez aussi les fils d'actualité qui sont tenus par des étudiants qui pourront également vous répondre aujourd'hui. J'aurais, Laurent Cordonnier, si vous le permettez, une dernière question à vous poser pour peut-être rassurer ou orienter les lycéens qui nous regardent. Quels conseils pourriez-vous donner aux futurs étudiants qui sont encore indécis dans leur choix d'orientation ? C'est qu'il leur reste tout de même un petit peu de temps pour se faire une idée. Le conseil, c'est évidemment de se rapprocher de leurs professeurs principaux qui sont chargés de l'orientation dans les lycées. C'est éventuellement de prendre rendez-vous avec là où le conseiller d'orientation du lycée.
c'est d'éplucher les plaquettes de formation que nous vous avons indiquées sur le site. Donc il est encore temps de se renseigner. Je pensais que vous alliez me demander un conseil plus général pour aborder des études d'économie, de sciences économiques et sociales, parce que je donne aussi ce conseil-là habituellement. Quand vous voulez aborder ce type d'études, lisez le journal. Lisez le journal. Il y a des bons journaux en France, d'excellents journaux en France, et je pense que quelqu'un qui lit le journal entre un quart d'heure et 30 minutes par jour, il a 2 fois plus de facilité à réussir ses études que les autres. Bon. Voilà mon conseil. Je vais peut-être arrêter là et vous remercier donc d'avoir animé cette séance, Céline Coton. Et puis à vous toutes et tous, je vous souhaite vraiment de regarder de près ces offres de formation et surtout de vous laisser aussi, c'est peut-être ça le conseil que vous attendiez, laissez-vous aussi guider par votre intérêt et votre appétit. Parce que j'ai dit quelque chose sur le journal, mais quand on fait des études qui nous intéressent, on a quand même beaucoup plus de chances de les réussir que si on fait des études par pure utilité ou par pure stratégie, des choses d'ailleurs dont on ne connaît pas bien les tenants et les aboutissants quand on sort du baccalauréat. Donc l'intérêt et la lecture du journal, ce sont peut-être les 2 grands facteurs de réussite. Et puis parfois, il faut se le dire aussi, on n'est pas tous animés d'une passion farouche pour l'économie, pour la physique, pour le théâtre, pour les arts. L'appétit vient aussi un petit peu en mangeant. Une fois qu'on a choisi ses études, on ne doit pas trop se tordre sur sa chaise pendant 6 mois en se demandant est-ce que j'aime pas, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est trop salé, est-ce que c'est trop acide. En réalité, on prend intérêt à ses études en se mettant au travail. Et généralement, ça vient très vite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent Cordonnier, pour cet échange et pour ces réponses précises apportées aux lycéens et aux étudiants. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie au sein de la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires. Toute la journée, vous pouvez échanger avec des enseignants et des étudiants, donc je le rappelle sur les fils de chat ou via les rendez-vous individuels. Tout se passe directement sur l'application Imagina, sur laquelle vous retrouvez également l'ensemble des formations de l'Université de Lille. Merci encore et à bientôt.